c'est le premier clap de l'année 2025. Bonjour à tous, c'est Julia Guérin et je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo de 2025 sur la chaîne de Thomas. J'espère, pour celles et ceux qui fêtent Noël, que vous avez passé de bons moments avec vos proches, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, que vous avez aussi célébré la nouvelle année. De mon côté, tout s'est bien passé et avant de commencer cette vidéo sur un sujet qui n'a pas encore été abordé sur la chaîne, j'avais envie de vous remercier pour votre engouement sur la vidéo concernant les photographes, donc faux FAUX photographes, donc les arnaqueurs et les agresseurs en photo. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, contre lequel je lutte au quotidien dans ma pratique photo. Je ne savais pas si ça allait vous plaire, ou en tout cas, plaire est peut-être pas le bon mot, mais vous intéresser et vous marquer, vous impacter autant que moi. Je crois que oui, elle a été beaucoup partagée, vous avez beaucoup commenté en message privé sur Insta, sur la chaîne directement. Bref, merci beaucoup parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire étant donné que je n'ai pas tourné depuis 6 mois. Donc, je redémarre aujourd'hui sur les chapeaux de roue pour vous parler de la photographie comme échappatoire à la réalité. C'est quand la première fois que la photo a voulu nous montrer autre chose que la réalité? Justement, j'avais envie de vous parler de ça, de la photo abstraite, celle qu'on utilise comme un échappatoire à la réalité. Bref, la photo qui nous fait nous questionner sur le sens d'une image et bien plus encore. Je trouve que l'été dernier, donc l'été 2024, la photo impressionniste a été pas mal mise en avant, elle a attiré pas mal de regards, alors qu'en fait, je trouve que personne n'en avait vraiment parlé avant, ou en tout cas qu'elle avait été peut-être mise sous le tapis ou oubliée. Pourtant, le mouvement impressionniste, c'est vraiment mon préféré en peinture. Alors, c'est peut-être pas très original, mais ça me fait vibrer. Et je me suis demandé pourquoi j'en avais pas entendu parler plus tôt, du côté de la photographie, et pourquoi j'avais mis autant de temps à m'y intéresser. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va parler de cette fameuse photo impressionniste. On va voir si c'est un véritable courant artistique en photo, comme pour la peinture ou pas. Et on va en parler comme d'un échappatoire à la réalité. Donc, peu de temps après l'invention de la photographie, donc en 1839, à l'instar des peintres, les photographes ont rapidement voulu expérimenter les possibilités et les limites de ce médium. Là où les photographes ont cherché à représenter au début la réalité avec ce médium comme pour la peinture, ils ont voulu rapidement se détacher et sortir du cadre, à repousser les limites finalement de la photographie. Apportons déjà un petit peu de contexte historique à tout ça. Peu de temps après l'invention de la photographie en 1839, à l'instar des peintres, les photographes ont rapidement voulu expérimenter les possibilités et les limites du médium. Là où au départ ils cherchaient à représenter la réalité, ils ont voulu sortir du cadre finalement, comme en peinture. Donc les photographes ont progressivement détourné l'utilisation de la photo pour obtenir des images plus abstraites. Parce que, après tout, la photographie ne capture qu'un instant figé d'un moment vécu, une fraction de seconde de vie ou d'absence de vie. Donc, si la peinture a réussi à se libérer de ce carcan réaliste, pourquoi la photographie n'aurait-elle pas pu en faire autant? Et puis déjà, on a en droit de se demander si par nature, la photographie ne nous prive pas déjà de cette représentation parfaite de la réalité. Par exemple, une photo en noir et blanc, elle enlève les couleurs, alors que la réalité est en couleurs. Et puis, qu'est-ce que la représentation des couleurs selon les individus? Quant aux photographies en couleur, il y a forcément des choix artistiques en termes de contraste, de lumière, de pellicule, de traitement, de post-traitement, etc. Donc, ce ne sera jamais une représentation parfaite de la réalité, puisque philosophiquement parlant, de toute façon, il y a autant de réalité que d'individus. Si ça vous intéresse d'approfondir un petit peu cette notion-là, je vous mettrai soit en description, soit dans des liens dans ce coin-là, les vidéos de Thomas sur le sujet. Il approfondit beaucoup plus les choses. Et là, on n'a pas le temps parce qu'on va trop dévier du sujet sinon. Et la vidéo va faire 5 heures. Je vous propose de revenir légèrement en arrière pour aborder le mouvement impressionniste en peinture. Très rapidement, promis. Donc en fait, ce mouvement, il repose sur la volonté de capter la lumière naturelle à différents instants. Les artistes ne cherchent pas nécessairement à produire une représentation fidèle d'un paysage, d'une scène, mais plutôt à le saisir sur le vif. L'impression est esquissée, elle est inachevée afin de rendre la fugacité de la vie moderne. Et d'ailleurs, ce mouvement impressionniste, il est à remettre dans le contexte de l'effervescence de la révolution industrielle dans les années 1860. Dans le mouvement de la peinture impressionniste, on va bien sûr inclure les fondateurs, Monet, Sisley, Renoir ou encore Pissarro pour ne citer que. D'ailleurs, je vous recommande le musée d'Orsay qui est incroyable et qui, moi, me prend aux tripes à chaque fois que j'y vais. Bref. Dont les photographes ont voulu bien plus tard s'approprier les codes du mouvement pour leur propre réalisation. Il y a plus de 100 ans d'écart qui séparent la peinture et les photos impressionnistes. Rappelons-le, la photographie moderne a été inventée en 1839, le mouvement de la peinture impressionniste dans les années 1860 et la photo impressionniste est apparue à la fin du XXe siècle, plus ou moins dans les années 1980-90.
Donc c'est assez légitime de se demander pourquoi la photo impressionniste a attendu autant de temps avant d'émerger et surtout de trouver étonnant qu'il n'y ait pas eu quelques tentatives plus tôt. C'est donc avec des questionnements qui s'accumulent que je vous propose d'avancer un petit peu dans le temps jusque dans les années 1920, moment où Man Ray forme le premier noyau dur de la photographie surréaliste à Paris. Et oui, je dis bien surréaliste et pas impressionniste, vous allez voir pourquoi. Le mouvement surréaliste. Il était à son paroxysme entre 1924 et 1959 à peu près, et il se définit en photographie comme en peinture par un refus de la logique et de la raison. Il préfère libérer son inconscient, ses phobies, ses désirs, ses rêves réprimés. André Breton, qui est auteur et chef de file du mouvement, qui précise dans le premier manifeste du surréalisme, publié en 1924, qu'il s'agit d'un automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer le fonctionnement de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, de sorte que le spectateur peut observer des œuvres hors des sentiers battus, de la rigidité académique. Bon, alors ça fait beaucoup de choses, mais on va approfondir un petit peu ça. Si on prend le mouvement surréaliste en peinture, parmi les peintres phares de ce milieu, on peut citer René Magritte, Salvatore Dali, qui d'ailleurs a aussi fait des photos et j'en ai parlé sur la vidéo Ça va trop loin. Parmi les autres peintres surréalistes, on a Joan Miró, ou Rohan Miró, pardon pour la prononciation, Max Ernst, Kay Sage ou encore Victor Brauner. Bon, désolé pour les prononciations, ça dépend de leur nationalité. Vous m'avez compris de toute façon. Donc pour les peintres, ils sont méga connus, donc je suis pas sûre de vous apprendre grand chose sur ce sujet. Par contre, vous connaissez peut-être un petit peu moins les photographes surréalistes, ou en tout cas, peut-être que vous ne les associez pas à ce mouvement-là. Parmi ces photographes surréalistes, on a Man Ray, Brassai, André Cartez, Lee Miller, Dora Maar, Germaine Krull, Claude Cahun, Jacques-André Boiffard et encore et toujours notre cher et bien-aimé Henri Cartier-Bresson, particulièrement avant d'entrer à l'agence Magnum, dont je vous mets les exemples à l'écran. Donc tout comme les peintres, pour ces artistes, ces photographes, la photo surréaliste a pour but de sortir de la réalité. Ils veulent montrer un pan imaginaire de nos existences, mettre en image des pensées ou des rêves, ou encore démontrer que la photographie n'est pas le reflet de notre réalité, mais simplement un bout de celle-ci. Donc un petit peu comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que les acteurs de ce mouvement ont utilisé des méthodes diverses pour parvenir à leur fin. Le cadrage et l'orientation de la photo, par exemple, comme moyen de tromper la réalité, la superposition par collage ou par accumulation d'images, des jeux de reflets, d'ombre, de lumière, la composition d'une scène volontairement absurde ou décalée, ou encore des méthodes de production spécifiques comme la solarisation. Il y a aussi le brûlage et le riogramme, mais là on rentre un petit peu trop dans les détails techniques, donc je vous propose d'enchaîner. Et donc, même s'il y a beaucoup de moyens pour faire sortir la photographie de la réalité brute, on est encore loin avec ce mouvement surréaliste de la photo impressionniste. Et justement, on a quelques surréalistes des années 1920 qui ont exploré des approches novatrices, autant en peinture qu'en photographie. Mais malheureusement, la photographie impressionniste semble ne pas avoir trouvé sa place ni à cette époque, ni plus tôt. Les photographes étaient, je pense, davantage préoccupés par la précision et la clarté des images, et la photographie impressionniste, qui nécessitait des techniques plus subtiles, plus subjectives, n'était peut-être pas encore pleinement valorisée à l'époque. On a quand même certaines expérimentations photographiques qui sont issues du mouvement pictorialiste cette fois-ci, qui peuvent être considérées comme les précurseurs à partir de la fin du 19e siècle. On a des photographes qui ont utilisé des techniques pour adoucir, pour flouter les images, créant ainsi des effets atmosphériques qui rappellent vraiment l'impressionnisme en photo, couleurs mises à part. En fait, l'idée d'une photo purement impressionniste qui vise à capturer l'essence plutôt que la réalité précise n'a vraiment pris forme qu'avec l'avènement des technologies et une plus grande liberté artistique au courant du XXe siècle. Malgré tout, on peut quand même parler d'un instigateur, de celui qui a créé un point de bascule entre réalité et irréalité en photo, celui qui, quelque part, est le précurseur du mouvement impressionniste qui prendra son envol des décennies plus tard, j'ai nommé Alfred Stieglitz. Donc Stieglitz est l'un des photographes pictorialistes les plus influents de son époque. Le pictorialisme est la première école photo considérée comme artistique, notamment grâce à ce photographe. Contrairement au surréalisme et à l'impressionnisme, ce mouvement n'existe que pour la photo et non pour la peinture. Le pictorialisme a été avant tout mis en avant dans l'essai de... Qu'est-ce que tu fais ? Donc le pictorialisme a été mis en avant dans l'essai de Robert de la Sizeranne, La photographie est-elle un art, publié en 1889. Cet écrit est devenu l'un des écrits fondateurs du mouvement pictorialiste, développé jusqu'en 1914 environ, donc jusqu'à la guerre en fait, et juste avant l'essor du surréalisme. En voyant les quelques exemples que je vous mets à l'écran, vous trouverez sans doute une ressemblance avec les gravures à l'eau forte, et c'est entièrement normal puisque c'était l'objectif de ce courant photo.
En voulant donner à la photographie un statut artistique équivalent à celui de la peinture, les photographes employaient des techniques telles que le flou, une utilisation particulière de la chambre noire, du papier spécifique, etc. etc. Tout ça, ça permettait d'avoir un rendu unique qu'on n'avait pas encore vu en photographie. Et donc même si Stieglitz est le fondateur de ce mouvement pictorialiste en photo, on retrouve à ses côtés d'autres photographes très importants qui ont marqué ce mouvement. Edward Steichen, proche de Stieglitz, Steichen est connu donc pour ses expérimentations avec la lumière, les textures, créant des photographies qui évoquent des émotions et des ambiances subtiles plutôt que de simples enregistrements visuels. Steichen et Stieglitz ont d'ailleurs fait partie des membres phares de la revue Camera Work, une des premières revues photos de New York. On a aussi Gertrude Keisbier. Il n'y a aucun nom de photographe qui est facile à prononcer dans cette vidéo, c'est un enfer pour moi. Mais en tout cas, Gertrude Keisbier, elle est pionnière du pictorialisme. Elle est reconnue pour ses portraits qui capturent l'essence et l'atmosphère du sujet, plutôt que de simples détails physiques. Son travail reflète vraiment une sensibilité artistique proche de celle des impressionnistes en peinture. On a aussi Robert de Melchy, qui est un photographe français, maître dans les techniques de manipulation de l'image avec le broom oil et la gomme bichromatée, qui lui permettent de produire des images aux qualités picturales. Il y a également Constant Puyo, qui est aussi un photographe français qui a également exploré des techniques qui permettent de rendre les photographies plus artistiques en insistant sur les effets de la lumière et des textures douces. Les mouvements pictorialistes et impressionnistes se retrouvent dans le désir de donner un aspect pictural à la photographie à travers une vision plus subjective, un refus de la réalité et l'envie de retranscrire des sensations. Mais comme j'ai fait plusieurs voyages dans le temps, je vous propose de résumer. En peinture, on a donc dans l'ordre les impressionnistes au 19e siècle avec Monet et compagnie. Puis on a le surréalisme à partir du début 20e, donc 1920 à peu près, avec plein d'autres mouvements artistiques entre les deux. Alors qu'en photo, on a d'abord le pictorialisme qui n'existe pas en peinture à la fin du 19e et début 20e, puis le surréalisme qui enchaîne ensuite jusqu'à la deuxième moitié du 20e, et enfin on a l'impressionnisme en photographie qui n'arrive qu'à la fin du 20e siècle, donc fin des années 1900, autour de 1980-1990. Du coup, pourquoi l'impressionnisme n'est mis à l'honneur que maintenant en photographie? En tout cas que très récemment. Si l'impressionnisme en photographie n'est pas apparu plus tôt, c'est sans doute et notamment parce que c'est un mouvement qui est très coloré. Donc c'est probable que la photographie impressionniste n'ait vraiment pu se développer qu'après la reconnaissance de la photographie couleur en tant qu'art et surtout qu'après l'accès facilité à celle-ci. Parce que oui, en fait, la couleur en photographie est apparue aux alentours de 1850-1860, mais son adoption artistique sérieuse a été vraiment très lente. On a l'introduction du Kodachrome en 1936 qui a marqué un tournant en la popularisant, mais c'est qu'à partir des années 1950 que la photo couleur a été prise au sérieux, ou en tout cas a commencé à l'être. Et une fois que la photographie couleur a été établie en tant qu'art, c'est à partir de là que les photographes reconnus ont pu expérimenter plus librement des techniques impressionnistes en utilisant la couleur pour évoquer des ambiances, des atmosphères, des émotions, etc. Comme les peintres impressionnistes. Et en fait, c'est cette liberté de mouvement qui est nouvelle, qui a été combinée à l'évolution des techniques photographiques et à l'acceptation plus large de la photographie comme forme d'art, qui a permis à cette dernière, à l'impressionniste, de réellement prendre son envol. Donc vous l'aurez compris, c'est un style, c'est un mouvement photo qui est très récent, qui a, on va dire, une trentaine, quarantaine d'années grand max, et il y a encore peu d'informations sur ce sujet en comparaison aux autres mouvements. Pour autant, je vais quand même vous présenter des travaux de deux artistes qui le représentent plutôt bien. André Nagar, c'est un photographe qui est d'origine égyptienne, dont le travail et la trajectoire de vie sont assez peu connus du grand public, mais qui est extrêmement respecté dans le cercle de la photographie d'art. Pour résumer sa vie, Nagar il est né au Caire en 1924, donc au moment de l'essor du surréalisme, et durant sa jeunesse, il a fait ses études à Paris en tant qu'ingénieur. Donc pendant ses études, il s'installe définitivement à Paris et en fait, il va se découvrir une véritable passion pour la photo. Il commence à la pratiquer en tant qu'amateur. Il est pas mal influencé par la scène artistique parisienne. Il va trouver que la photographie, c'est un véritable moyen d'expression personnelle, mais c'est aussi une façon d'interroger le monde et son existence. Et du coup, André Nagar, qu'est-ce qu'il fait? Il débute sa carrière photo de manière vraiment plus formelle dans les années 50. En tant qu'autodidacte, son approche de la photo, elle était pas strictement technique, mais beaucoup plus philosophique et artistique. La majorité de ses œuvres, elles sont réalisées en noir et blanc. C'est un choix délibéré pour se concentrer sur la composition, la lumière et l'atmosphère plutôt que sur la distraction des couleurs. Et ce choix permet aussi de mieux capter les émotions et les textures. Alors oui, les impressionnistes, c'est de la couleur, mais laissez-moi continuer. L'ombre et la lumière, elles jouent vraiment un rôle crucial dans son œuvre et la lumière est souvent très douce, très naturelle, elle capture des moments fugaces, tandis que l'ombre devient une métaphore de l'absence ou de la contemplation.
Donc il y a une grande partie de son travail qui se concentre sur les scènes urbaines, principalement à Paris, puisque c'est là qu'il vit. Et justement, il va photographier la ville comme un espace à la fois poétique et mélancolique, où chaque coin peut devenir vraiment une méditation visuelle sur le temps et l'espace. Il va aussi préférer les cadrages plus intimistes, des cadrages serrés, des compositions minimalistes, jouant avec les ombres et les formes géométriques pour créer des images à la fois simples et complexes. Il joue beaucoup sur les lignes, les formes architecturales et les espaces vides, ce qui donne vraiment une dimension introspective à ses photographies. Les paysages urbains sont vraiment au cœur de son œuvre, mais il s'intéresse aussi à la figure humaine. Il va photographier souvent des personnes dans un contexte du quotidien, mais avec une certaine distance, comme si il cherchait à capturer des fragments vifs en toute discrétion. Et c'est à partir des années 1970 qu'il va commencer à expérimenter avec des techniques photographiques pour créer des images plus abstraites. Il joue avec des procédés de surimpression ou d'exposition multiples, ouvrant la voie à des œuvres plus introspectives et mystérieuses. Et c'est dans les années 1980 qu'on en arrive progressivement au sujet qui nous intéresse. À ce moment-là, on retrouve parmi les inspirations de Nagar la photographie humaniste, avec les travaux de Doisneau, Henri Cartier-Bresson et Willy Ronis par exemple, la poésie, parce que Nagar est un grand admirateur de la poésie, ça transparaît dans ses photographies, et la philosophie existentielle qui est retranscrite dans son œuvre par des thèmes tels que l'isolement, l'étrangeté du quotidien ou la solitude. Et évidemment, on va retrouver le surréalisme dans lequel Nagar retrouve un aspect onirique qu'il reproduit dans ses photos avec des œuvres plus tardives. André Nagar. Il explore donc à la fois l'absurdité ou l'étrangeté de la vie urbaine, ce qui rappelle des éléments surréalistes. Durant toute sa vie, toute son œuvre, on retrouve vraiment les inspirations du mouvement impressionniste. Et enfin, le second photographe dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui m'a paru pertinent pour cette vidéo, c'est Pep Ventosa. Pep Ventosa, c'est un photographe catalan contemporain né à Barcelone dans les années 1950. Il se distingue rapidement en tant qu'artiste pour sa capacité à déconstruire et reconstruire des images, ce qui offre du coup une expérience visuelle assez innovante. Ces techniques créatives, elles sont même enseignées dans des programmes de formation en photographie, donc il paraît, je ne suis pas allée vérifier dans tous les programmes photos d'Europe, mais en tout cas, le HuffPost Art et Culture le présente vraiment comme un artiste qui transforme des photographies en images. Il remet en question l'idée selon laquelle une photographie ne peut capturer qu'un instant précis dans le temps. La technique de Ventosa, elle permet non seulement de créer une image visuellement frappante, mais aussi de réexaminer le médium photographique en lui-même. Il va déconstruire et reconstruire des images photos pour interroger ce que nous voyons et comment nous le voyons, ce qui est en fait le principe de l'impressionnisme. Pep Ventosa, il a développé un style assez distinctif basé sur un assemblage de multiples images d'un même sujet, souvent des paysages urbains ou des monuments emblématiques pour créer une seule œuvre composite. Son approche la plus célèbre, c'est vraiment celle qui s'appelle Collective Snapshot, l'instantané collectif en français, où il va superposer plusieurs clichés d'un même lieu, d'un même objet pour en créer une représentation abstraite. Cette représentation va évoquer une mémoire collective qui est plus qu'une simple captation visuelle. Ce travail a été d'ailleurs largement salué pour sa capacité à réinventer la perception des lieux familiers en transformant des sites touristiques tels que la Tour Eiffel ou le pont de Brooklyn en œuvres quasi picturales. Il a aussi exploré d'autres séries et procédés photographiques, notamment lors de la réalisation de sa série Trees in the Round. Il va photographier des arbres en tournant autour d'eux, il va capturer des images qu'il superpose les unes aux autres, toujours le même principe, le même procédé, pour créer des représentations presque circulaires de ces sujets naturels. Le travail de Ventosa, il a été exposé vraiment à l'international et il continue d'influencer de nombreux artistes contemporains avec cette technique novatrice. Il a bien sûr travaillé donc sur plusieurs autres projets et séries, toujours dans l'idée d'une association de plusieurs images entre elles. Je vous invite notamment à découvrir Art Magnetic Film ou encore, alors là je vais le dire en français, Travaux reconstitués, dans laquelle il va réaliser des paysages urbains en faisant des sortes de patchwork avec des images qu'il superpose à nouveau pour reconstituer une vision connue. Donc voilà pour l'impressionnisme en photo, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet de l'influence de la peinture sur la photographie. Ça a été assez compliqué pour moi de faire des choix parce que je voulais pas aborder quelque chose de manière chronologique. Il y a vraiment trop d'aller-retour entre la peinture, entre la photo, entre les différents artistes pour que je puisse en faire une frise chronologique. Mais en tout cas, ça démontre bien que les frontières sont vraiment très poreuses entre les arts et justement c'est cette perméabilité qui permet l'émergence de nouvelles idées et qui fait évoluer les techniques et qui nous pousse constamment à innover et à expérimenter davantage. Si vous voulez que j'approfondisse le sujet ou certains mouvements photos,
n'hésitez pas à me le signaler. Je peux aussi aborder la vie de certains artistes que j'ai pu aborder aujourd'hui ici plus en détail. Merci aussi beaucoup pour l'année 2024 qui vient de s'écouler. C'était ma première apparition sur YouTube et vous avez été vraiment encourageants sur la globalité des vidéos que j'ai abordées, quels que soient les sujets que j'ai pu aborder, puisque j'ai abordé des sujets plutôt côté photographie professionnelle. J'ai aussi bien sûr gardé ce côté artistique comme aujourd'hui, culturel en tout cas comme aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que les vidéos 2025 vous plairont et j'espère que je pourrai aller encore plus loin dans les sujets que je vais traiter. Si vous tenez à me soutenir, à soutenir Thomas, n'hésitez pas à commenter, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et si vous voulez continuer à entendre ma douce voix, il y a plein de vidéos sur la chaîne de Thomas. Et j'ai aussi ma formation dédiée au portrait en lumière naturelle qui est disponible chez Laurent Bria sur le site formation.photo. Merci encore et à plus.